Dehors. J'ai dit dehors. Prends tes misérables affaires et sors de ma pâtisserie immédiatement. La voix de sa tante Brigitte claqua dans l'air, plus tranchante qu'un couteau à pain. Amélie sentit le monde basculer sous ses pieds, le parfum sucré des croissants chauds se transformant soudain en une odeur de cendre et de trahison. C'était le début de la fin, ou peut-être le commencement d'une guerre qu'elle n'avait jamais voulu mener. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton J'aime et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre famille grandissante d'amateurs d'histoire. Dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo pour que je puisse vous envoyer un salut spécial dans ma prochaine histoire. Amélie avait seulement 22 ans, mais elle portait déjà le poids d'un deuil immense. Son père, le meilleur pâtissier de Lyon, l'homme qui lui avait tout appris, était parti il y a 3 semaines à peine. La pâtisserie du bois n'était pas juste un commerce pour elle. C'était sa maison, le théâtre de ses souvenirs d'enfance, un sanctuaire rempli de l'odeur de la vanille et du rire de son père. Chaque recoin racontait une histoire, chaque moule à gâteau portait l'empreinte de ses mains. Elle pensait continuer son œuvre, honorer sa mémoire en pétrissant la pâte comme il le lui avait enseigné. Mais ses rêves venaient de se briser contre le mur de la cupidité de sa propre famille. Devant elle se tenait sa tante Brigitte, la sœur de son père, une femme dont les cheveux blonds et le maquillage excessif ne parvenaient pas à cacher la dureté de son regard. À ses côtés, son oncle Philippe restait silencieux, comme toujours, son absence de réaction étant la pire des complicités. Quelques jours plus tôt, un notaire au visage impassible leur avait lu un testament. Un document sorti de nulle part, signé, disait-il, quelques heures avant la mort de son père, alors qu'il était affaibli par la maladie. Ce papier froid et officiel déclarait que Brigitte et Philippe étaient les seuls héritiers de la pâtisserie, de la maison, de tout. Amélie, sa fille unique, n'avait droit à rien. Absolument rien. Ce n'est pas possible, avait-elle murmuré, le cœur battant à tout rompre. Papa n'aurait jamais fait ça. Jamais. Mais sa tante avait simplement souri, un sourire glacial qui n'atteignait pas ses yeux. Et aujourd'hui, elle mettait ses menaces à exécution. L'humiliation était publique, orchestrée pour la détruire. Les clients réguliers, ceux qui l'avaient vu grandir derrière le comptoir, détournaient le regard, gênés. Monsieur Robert, le vieux boulanger qui travaillait avec son père depuis 30 ans, baissait la tête, la peur se lisant sur son visage. Personne n'osait la défendre. Brigitte savourait son triomphe, sa voix montant en puissance pour que tout le monde entende. La fête est finie, ma petite nièce. Tu n'es plus personne ici. Nous allons moderniser cet endroit, le rendre rentable. Fini les petites traditions ridicules de ton père. Amélie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle refusa de pleurer. Pas devant elle. Vous n'avez pas le droit, dit-elle, la voix tremblante mais ferme. C'est l'œuvre de sa vie. C'est mon héritage. Brigitte éclata d'un rire sec et méprisant. Ton héritage? Ton héritage, c'est la rue. Nous avons déjà changé les serrures et les codes de la caisse. Ton accès au compte professionnel a été coupé ce matin. D'ailleurs, ta carte bancaire personnelle est probablement déjà bloquée. Tu n'as plus un centime. Dans la file d'attente, une femme sortit discrètement son téléphone, commençant à filmer la scène. L'humiliation était désormais enregistrée, prête à être partagée, un trophée numérique de sa déchéance. Son oncle Philippe, sortant enfin de son mutisme, s'avança et la saisit fermement par le bras. Sa poigne était forte, sans pitié. Il la traîna vers la porte, ignorant ses protestations. « Lâchez-moi. Vous n'avez pas le cœur, » cria-t-elle. La porte s'ouvrit sur le trottoir gris et froid de la ville. Il la poussa dehors sans un mot. Quelques secondes plus tard, son petit sac en toile, contenant quelques vêtements, ses livres de cours et une vieille photo de son père, atterrit à ses pieds dans un bruit sourd. La porte se referma. Le petit carillon, qui annonçait autrefois joyeusement les clients sonnant comme un glas funèbre. Elle était seule, dehors, regardant à travers la vitre la vie qui avait été la sienne quelques minutes auparavant. Une pensée la frappa alors, plus douloureuse encore que sa propre expulsion.
Léo, son petit frère de 12 ans, dont la santé fragile dépendait de médicaments coûteux qu'elle payait grâce à son petit salaire de la pâtisserie. Comment allait-elle faire? La panique commença à l'envahir, une vague glacée qui menaçait de la noyer. Machinalement, elle ramassa son sac et en sortit la photo de son père. Il souriait, un peu de farine sur le bout du nez, ses yeux pétillants de gentillesse. C'était impossible. Cet homme, son héros, ne l'aurait jamais abandonné ainsi. En passant son pouce sur le visage de son père pour essuyer une goutte de pluie, elle sentit une étrange épaisseur au dos du cadre en carton. Intriguée, elle retourna la photo. Là, cachée par le support, une petite phrase était écrite à la main, d'une écriture tremblante qu'elle reconnut à peine comme étant celle de son père dans ses derniers jours. Quelques mots à peine lisibles. Mon vrai trésor est gardé par notre soldat de bois. Amélie fronça les sourcils. Le soldat de bois? Un vieux jouet de son enfance qu'elle pensait perdu depuis longtemps. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Son père n'était pas un homme de mystère, mais il était méticuleux et prévoyant. Il ne laissait jamais rien au hasard. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son père, même depuis l'au-delà, venait de lui donner la clé. Pas seulement la clé d'un secret, mais la clé pour reprendre ce qui lui avait été volé et pour rendre justice à sa mémoire. Le message griffonné au dos de la photo semblait brûler la paume de sa main. Mon vrai trésor est gardé par notre soldat de bois. Ces mots tournaient en boucle dans l'esprit d'Amélie, un fragile bouclier contre le désespoir qui la submergeait. Le soldat de bois. Un jouet de son enfance, une petite figurine peinte en rouge et bleu, avec un chapeau noir et un visage impassible. Elle l'adorait. Son père le lui avait offert pour ses 6 ans en lui disant qu'il veillerait toujours sur elle. Mais où pouvait-il bien être? Probablement dans une vieille caisse au grenier de la maison qui n'était plus la sienne. Tremblante de froid et de chagrin, elle sortit son téléphone et composa le seul numéro qui lui restait. Chloé, c'est moi. J'ai un problème, un très gros problème. Les jours qui suivirent furent un cauchemar éveillé. Amélie trouva refuge dans le minuscule studio de son amie Chloé, dormant sur un canapé trop petit pour elle. La première chose qu'elle fit fut de vérifier son compte en banque. Un SMS glacial de sa banque confirma les paroles de sa tante. Alerte! Votre carte a été bloquée suite à une demande du titulaire principal du compte. Solde 3 € et 12 centimes. 3 €. C'était tout ce qui lui restait de sa vie d'avant. La honte la rongeait, mais la peur pour son frère Léo était plus forte. Il fallait qu'elle trouve un travail, n'importe quoi, et vite. Elle passa des heures sur des sites d'annonces, envoyant des CV pour des postes de serveuse, de vendeuse, de plongeuse. Les réponses étaient rares et toujours négatives. Pendant ce temps, sa tante Brigitte ne perdait pas de temps pour étaler sa nouvelle vie. Le compte Instagram de la pâtisserie du bois fut renommé Le Palais de Brigitte, avec un nouveau logo criard en lettres dorées. Chaque jour, un flot de stories inondait le réseau social. On y voyait Brigitte et Philippe trinquer au champagne, au milieu du magasin en pleine rénovation, des murs repeints dans un violet tape à l'œil, des lustres en faux cristal remplaçant les lampes chaleureuses de son père. Une vidéo montrait même Philippe en train de jeter à la benne les vieux carnets de recettes de son père, qualifiant son écriture de gribouillis d'un autre temps. Amélie sentit une rage froide l'envahir. Ils ne se contentèrent pas de lui voler son héritage, ils effaçaient la mémoire de son père, piétinant tout ce qu'il avait construit avec amour et passion. La réalité la frappa encore plus durement quelques jours plus tard. Un appel de l'hôpital. C'était l'infirmière qui s'occupait de Léo. Amélie, le médecin a changé le traitement de Léo. Le nouveau médicament est plus efficace, mais il n'est pas remboursé et il est très cher. Il nous faut un premier versement avant la fin de la semaine. Sinon, nous ne pourrons pas commencer. Le monde d'Amélie s'effondra un peu plus. L'argent. Toujours l'argent. Poussée par le désespoir, elle accepta le premier travail qu'on lui proposa. Femme de ménage de nuit dans un grand immeuble de bureaux du quartier de la Part-Dieu. Chaque soir, elle frottait des sols,
vidait des poubelles, nettoyait les toilettes, le corps endolori et le cœur en miettes, se sentant invisible et anonyme. Chaque euro gagné était une petite victoire, mais c'était loin d'être suffisant. Un soir, épuisée, alors qu'elle scrollait sans but sur son téléphone, elle tomba sur une nouvelle publication de sa tante. C'était un selfie. Brigitte posait avec un sourire arrogant dans l'ancien bureau de son père, avec en légende « Mon nouvel espace de travail. Il est temps de faire de cet endroit un vrai centre de profit. #businesswoman. #success ». Amélie sentit la nausée monter, mais son regard fut attiré par un détail en arrière-plan. Là, dans un coin de la pièce, à moitié caché par un nouveau fauteuil en cuir blanc, elle le reconnut. Le vieux coffre à jouets en bois de son enfance. Le cœur d'Amélie se mit à battre la chamade. Si le coffre était là, alors le soldat de bois était forcément à l'intérieur. C'était là. Le trésor dont parlait son père était là, dans cette maison, à quelques kilomètres à peine, mais aussi inaccessible que la lune. Une idée folle germa dans son esprit. Elle devait trouver un moyen de récupérer ce jouet. Elle pensa à M. Robert, le vieux boulanger. Peut-être pouvait-il l'aider. Elle lui envoya un message prudent sur WhatsApp. « Bonsoir, Monsieur Robert, c'est Amélie. J'espère que vous allez bien. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. » La réponse arriva presque immédiatement, mais elle était courte et pleine de peur. « Amélie, je ne peux pas te parler. Il surveille tout. Fais attention à toi. Ta tante. » Elle ne quittait jamais ton père d'une semelle à la fin. Elle contrôlait tout, même ses appels. Sois prudente. Ce message confirma ses pires craintes. Son père n'avait pas été seulement malade, il avait été prisonnier. Le testament était un faux, elle en était maintenant certaine. Sa tante l'avait manipulé, isolé, pour lui voler sa vie. Cette révélation changea tout. Ce n'était plus seulement une question d'héritage. C'était une question de justice. Elle devait prouver la vérité pour son père, pour Léo et pour elle-même. Mais comment entrer dans cette maison transformée en forteresse? La réponse lui apparut comme un signe du destin. En cherchant des missions de nettoyage supplémentaires en ligne, elle tomba sur une annonce qui lui glaça le sang. Une société d'événementiel recherchait de toute urgence du personnel de nettoyage pour une grande réception privée qui aurait lieu dans 2 jours. L'adresse indiquée était la sienne, sa maison. Sa tante organisait une fête pour célébrer sa victoire, son vol. C'était une insulte, une provocation. Mais c'était aussi une opportunité. Une chance unique et dangereuse d'entrer chez elle. Elle prit une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Elle créa une nouvelle adresse e-mail sous un faux nom, Léa Martin, et rédigea une courte lettre de motivation vantant son expérience et sa discrétion. Chaque mot tapé était un pas de plus vers l'inconnu. Elle cliqua sur « Envoyer ». Elle ne savait pas encore que cette décision n'était pas seulement le début de sa vengeance, mais aussi un chemin qui la mènerait vers un danger bien plus grand et une vérité bien plus choquante qu'elle ne l'avait jamais imaginée. La réponse arriva moins de 24 heures plus tard. Un email laconique et impersonnel confirmait que sa candidature sous le nom de Léa Martin avait été acceptée. Rendez-vous demain soir, 18 heures, entrée de service. Tenue noire exigée. Amélie sentit un mélange de terreur et d'excitation glacée la parcourir. C'était réel. Elle allait retourner dans sa propre maison, non pas comme la fille du propriétaire, mais comme une ombre invisible venue nettoyer les restes de la fête de ses bourreaux. Mais cette fois, elle ne serait pas une victime. Elle serait une espionne. Son plan était simple, presque suicidaire. Pendant que tout le monde serait occupé par la réception, elle devait trouver un moyen de monter au grenier, de trouver le coffre à jouets et de récupérer le soldat de bois. Le lendemain, vêtue d'un pantalon noir et d'un polo bon marché, les cheveux tirés en un chignon strict, elle était méconnaissable. Elle se présenta à l'entrée de service, le cœur battant si fort qu'elle craignait que le superviseur ne l'entende. Heureusement, l'homme, pressé et débordé, lui tendit un badge, un seau et une serpillière sans même la regarder. « Toilette du rez-de-chaussée et couloir principal »,
Ne traînez pas. Amélie hocha la tête, le visage baissé, et pénétra dans la maison. L'air était chargé de parfums de luxe et de musique assourdissante. La transformation était choquante. Les murs étaient couverts de tentures de velours, les meubles de son père avaient été remplacés par des pièces de designer froides et anguleuses. Des serveurs en uniforme circulaient avec des plateaux de champagne et de petits au four. C'était un spectacle de richesse insolente, financé par la trahison. Elle commença son travail, gardant la tête basse, ses yeux balayant discrètement les lieux. Elle vit sa tante Brigitte, resplendissante dans une robe rouge écarlate, rire aux éclats avec des invités qu'Amélie n'avait jamais vus. Son oncle Philippe se tenait à ses côtés, un verre à la main, acceptant les félicitations pour le renouveau de l'entreprise. En passant près d'un groupe d'invités, elle entendit un homme dire « Brigitte a vraiment bien fait de reprendre les choses en main. Son frère était un sentimental, pas un homme d'affaires. » La colère brûla dans la gorge d'Amélie, mais elle serra les dents et continua de nettoyer, se rappelant sa mission. Elle devait rester invisible. Alors qu'elle nettoyait les toilettes, deux femmes entrèrent en discutant à voix haute, sans prêter attention à elle. L'une d'elles était la femme du notaire qui avait lu le faux testament. « C'est incroyable ce que Brigitte a réussi à faire, » dit l'une. L'autre, la femme du notaire, répondit avec un rire complice. « Oh, tu sais, mon mari dit toujours que Brigitte a un talent incroyable pour la persuasion. Elle a su trouver les mots justes au bon moment. » Le pauvre homme était si confus à la fin. C'était presque un acte de charité de l'aider à prendre une décision. Amélie se figea, son téléphone à la main. D'un geste rapide et discret, elle activa l'enregistreur audio. La conversation qui suivit était une mine d'or. La femme du notaire, éméchée par le champagne, se vanta de la nouvelle voiture que son mari avait achetée la semaine dernière, un cadeau de remerciement de la part de Brigitte. C'était la preuve de la corruption. Plus tard dans la soirée, alors que la fête battait son plein, elle vit son opportunité. Le couloir menant à l'étage était désert. Elle posa son seau et monta les escaliers 4 à 4, le cœur au bord des lèvres. La porte du grenier était là, exactement comme dans ses souvenirs. Par miracle, elle n'était pas fermée à clé. Elle entra dans la pénombre, l'odeur de la poussière et du temps passé l'enveloppant comme un vieux manteau familier. Et là, dans un coin, elle le vit, le coffre à jouets. Les mains tremblantes, elle souleva le lourd couvercle. À l'intérieur, pêle-mêle, se trouvaient ses vieilles poupées, ses livres d'images, et il était là, le soldat de bois. Petit, un peu écaillé, mais intact. Elle le saisit, le serra contre sa poitrine, un trésor retrouvé. Soudain, elle entendit des pas dans l'escalier. La panique la saisit. Elle se cacha derrière une vieille armoire juste au moment où la porte du grenier s'ouvrait. C'était son oncle Philippe, le téléphone collé à l'oreille. Sa voix était basse, tendue. « Non, je te dis que c'est réglé. Le document est parfait. Personne ne pourra jamais prouver le contraire. Oui, j'ai fait le virement. Vérifie ton compte. Mais après ça, tu disparais. C'est compris. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. » Il raccrocha et resta un instant immobile, le visage éclairé par l'écran de son téléphone. Amélie, cachée dans l'ombre, activa la fonction vidéo de son propre téléphone et zooma. Elle réussit à capturer une image floue, mais lisible, de l'écran de son oncle, un relevé bancaire affichant un virement de 50 000 € à un nom inconnu. C'était le prix du silence, le prix du faux testament. Une fois son oncle parti, elle attendit quelques minutes, le cœur battant à tout rompre, puis redescendit en se glissant le long des murs. Elle cacha le soldat de bois au fond de son sac de nettoyage sous des chiffons sales. Le reste de la soirée se déroula dans un brouillard. Elle termina son travail, rendit son badge et quitta la maison sans se retourner. De retour dans le studio de Chloé, sous le regard inquiet de son amie, elle examina enfin le soldat de bois. Il semblait parfaitement normal. Elle le secoua, le tapota, mais rien. Le désespoir commença à la gagner. Et si elle s'était trompée? Et si ce n'était qu'un vieux jouet?
En le manipulant, son pouce appuya accidentellement sur la base de la figurine. Un petit déclic se fit entendre et la base se dévissa, révélant une minuscule cavité. À l'intérieur, pliée en 8, se trouvait une petite clé USB. Elle inséra la clé dans le vieil ordinateur portable de Chloé. Un seul fichier apparut. Un enregistrement audio. Elle cliqua dessus. La voix faible et fatiguée de son père emplit la petite pièce. C'était sa dernière conversation. On l'entendait refuser de signer le testament. « Brigitte, non. Tout doit revenir à ma fille. Amélie, c'est mon seul souhait. » Puis la voix de sa tante, mielleuse et menaçante à la fois. « Allons, mon frère, tu es fatigué. Tu ne sais plus ce que tu dis? Signe ici, ce sera mieux pour tout le monde. Pense à Léo. Ce serait dommage que son traitement s'arrête, n'est-ce pas? » C'était un chantage, une torture psychologique sur un homme mourant. Les larmes coulaient sur les joues d'Amélie, des larmes de chagrin et de rage. Elle avait tout. L'enregistrement de la femme du notaire, la vidéo du virement de son oncle et maintenant la preuve ultime, la voix de son père. Le moment de la vérité approchait et elle savait exactement où et quand elle allait faire éclater la bombe qui détruirait leur empire de mensonges. Amélie écouta l'enregistrement en boucle, chaque mot de sa tante étant comme un coup de poignard dans son cœur. La voix de son père, si faible, si vulnérable, contrastait violemment avec la cruauté calculatrice de Brigitte. Elle sauvegarda immédiatement le fichier audio sur un cloud sécurisé, puis envoya des copies à Chloé et sur une nouvelle adresse e-mail qu'elle venait de créer. Elle avait désormais les armes, mais il lui manquait le champ de bataille. Comment exposer cette vérité au monde entier sans être simplement balayée par la puissance et l'argent de sa tante? La réponse était dans le message de M. Robert. Il surveille tout. Si sa tante était si paranoïaque, c'est qu'elle avait quelque chose à cacher. Et la meilleure façon de révéler un secret est de le faire en public, là où les masques sont les plus difficiles à tenir. Les jours suivants, Amélie se concentra sur son travail de nuit, économisant chaque centime pour les médicaments de Léo. Elle se sentait épuisée, mais une nouvelle détermination l'animait. Elle avait un but. Elle commença à suivre de près les publications sur le compte Instagram du palais de Brigitte. Sa tante, ivre de son succès, y étalait sa vie sans aucune retenue. Des photos de sacs à main coûtant des milliers d'euros, des dîners dans des restaurants étoilés, des week-ends à Deauville. Chaque publication était une insulte à la mémoire de son père et à la souffrance de son frère. Puis, un matin, elle vit l'annonce qui allait tout changer. Brigitte organisait un grand gala de charité dans la pâtisserie, retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Le but affiché, récolter des fonds pour un hôpital pour enfants. L'ironie était si cruelle qu'Amélie en eut le souffle coupé. Sa tante allait utiliser l'argent volé à un enfant malade pour se construire une image de sainte. C'était là. C'était son champ de bataille. Amélie savait qu'elle ne pouvait pas agir seule. Elle avait besoin d'aide. Elle pensa à M. Robert, mais il avait trop peur. Puis elle se souvint d'un nom que son père mentionnait souvent. Maître Duval, un vieil ami d'école devenu un avocat réputé pour son intégrité. Elle le trouva en ligne et lui envoya un email prudent, expliquant brièvement la situation et mentionnant qu'elle avait des preuves. La réponse fut rapide. Maître Duval accepta de la rencontrer, intrigué par l'histoire. Dans son bureau sobre et rassurant, Amélie lui raconta tout, lui fit écouter l'enregistrement de la clé USB et lui montra la vidéo du virement. L'avocat écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus sombre. « C'est plus grave que ce que vous pensez, Amélie, » dit-il finalement. « Ce n'est pas seulement un abus de faiblesse. C'est de l'extorsion, de la corruption et de la fraude. Nous avons de quoi les détruire. Le gala de charité est l'occasion parfaite. Le ridicule public est une arme redoutable. » Le plan se mit en place. Maître Duval contacta un journaliste d'investigation de confiance, tandis qu'Amélie, avec l'aide de Chloé qui était douée en informatique, prépara le volet technique de l'opération. Mais avant le grand soir, le destin lui réserva une dernière épreuve, l'humiliation suprême. La santé de Léo s'était brusquement dégradée.
Le médecin de l'hôpital appela Amélie, la voix grave. Il a besoin de l'opération maintenant. Nous ne pouvons plus attendre. Il nous faut une avance de 5 000 € pour réserver le bloc opératoire. 5 000 €. C'était une somme qu'elle n'avait pas. La panique la submergea. Elle n'avait plus le choix. Elle devait ravaler sa fierté et affronter ses tortionnaires une dernière fois. Elle se rendit à la pâtisserie. L'endroit était méconnaissable, froid et impersonnel. Elle demanda à voir sa tante. L'employée, une jeune femme au regard méprisant, la toisa de haut en bas. Madame Dubois est très occupée. Mais Brigitte, qui avait entendu sa voix depuis son bureau vitré, sortit avec un sourire mauvais. « Tiens, tiens, regardez qui est là. La petite orpheline. Tu viens mendier. » L'humiliation était totale. Les quelques clients présents se retournèrent pour la regarder. Amélie sentit ses joues brûler, mais elle pensa à Léo, allongé sur son lit d'hôpital. « J'ai besoin d'argent, » dit-elle, la voix brisée. « C'est pour Léo. Il doit se faire opérer d'urgence. » Brigitte éclata d'un rire cruel, un rire qui résonna dans toute la boutique. « Léo, et pourquoi devrais-je m'en soucier? Ton père n'a rien laissé pour vous. C'est la preuve que vous ne comptiez pas tant que ça pour lui. » Elle s'approcha d'Amélie, son visage déformé par la haine. « Écoute-moi bien, petite misérable. Tu n'auras pas 1 centime de moi. Jamais. Maintenant, sors d'ici avant que j'appelle la sécurité pour te faire jeter dehors comme la vermine que tu es. » Elle se tourna vers son oncle Philippe qui venait d'apparaître. « Philippe, sors les poubelles. » C'était le comble de l'humiliation. Mais alors que Philippe la poussait vers la sortie, Amélie vit quelque chose qui lui glaça le sang. Sa tante venait de recevoir une notification sur son téléphone, posée sur le comptoir. Amélie reconnut le logo de la banque, c'était un virement. Un virement de 200 000 € provenant d'un compte offshore. Le libellé était visible. Vente finale des parts de l'entreprise. Ils n'avaient pas seulement volé la pâtisserie, ils étaient en train de la vendre, de détruire complètement l'héritage de son père. Amélie ne dit rien. Elle se laissa pousser dehors, le visage baigné de larmes. Elle semblait brisée, vaincue. Brigitte la regarda partir avec un sourire triomphant, persuadée d'avoir gagné. Elle ne vit pas le petit sourire qui se dessina sur les lèvres d'Amélie une fois dans la rue. Elle ne savait pas que toute la scène, chaque mot cruel, chaque insulte, avait été enregistré par le micro discret du téléphone d'Amélie, qui était en appel avec Maître Duval. Elle ne savait pas non plus que la caméra de surveillance de la boutique, installée par ses propres soins, venait de capturer l'image de la notification bancaire sur son téléphone. C'était la dernière pièce du puzzle, la preuve irréfutable de leur crime. Ce soir-là, assise dans le studio de Chloé, Amélie ne pleurait plus. Une étrange sérénité l'avait envahie. Elle regarda la photo de son père, puis celle de son frère. Elle avait tout perdu. Elle avait été traînée dans la boue, mais elle était prête. Toutes les preuves étaient maintenant entre les mains de l'avocat et du journaliste. Chloé avait finalisé le programme qui leur permettrait de prendre le contrôle de l'écran géant du gala. Tout était en place. Demain soir, le monde entier verrait le vrai visage de Brigitte et Philippe Dubois. Le masque allait enfin tomber, et la chute serait spectaculaire. La nuit précédant le gala fut la plus longue de la vie d'Amélie. Elle ne dormit pas. Assise dans la pénombre du studio, éclairée seulement par la lueur de l'écran d'ordinateur, elle repassait le plan encore et encore. Chaque preuve était classée dans des dossiers numériques sécurisés, nommés sobrement « Justice pour papa ». Il y avait l'enregistrement audio de la clé USB, la vidéo du virement de son oncle, la conversation enregistrée de la femme du notaire et enfin, le fichier le plus récent et le plus dévastateur, l'enregistrement de sa propre humiliation dans la pâtisserie, couplé à la capture d'écran de la caméra de surveillance montrant le virement offshore. C'était un arsenal de vérité prêt à être déployé. Chloé, à ses côtés, finalisait le code qui leur permettrait de pirater l'écran géant de la scène. C'était un programme simple mais élégant, conçu pour s'activer à distance depuis un téléphone au moment précis où Brigitte commencerait son discours.
Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans le luxe de la maison volée, Brigitte et Philippe célébraient leur triomphe anticipé. Ils ne se doutèrent de rien. Pour eux, Amélie n'était plus qu'un lointain et pathétique souvenir, une nuisance définitivement écrasée. Brigitte, un verre de champagne à la main, parcourait la liste des invités VIP pour le gala. Des politiciens locaux, des influenceurs, des chefs d'entreprise. Tout le gratin de Lyon serait là. Demain soir, Philippe, dit-elle avec un sourire carnassier. Tout le monde verra qui nous sommes. Des philanthropes, des bâtisseurs. L'image de mon frère, ce petit artisan sentimental, sera définitivement effacée. Et avec la vente des parts, nous aurons assez d'argent pour lancer notre projet immobilier à Dubaï. La pâtisserie n'était qu'un tremplin. Son arrogance était sans limite. Elle était si sûre d'elle qu'elle commit une dernière erreur fatale. Elle envoya un message sur un groupe WhatsApp privé avec ses amis les plus proches. Préparez-vous pour le show demain, on va leur montrer ce que c'est que la vraie générosité et comment faire de l'argent avec. N'oubliez pas de liker et partager le direct. Un de ses amis, dégoûté depuis longtemps par sa cruauté, prit une capture d'écran du message et l'envoya anonymement au journaliste contacté par Maître Duval. Le matin du gala, Amélie se sentit étrangement calme. La peur avait laissé place à une résolution froide, comme l'acier. Elle reçut un message de Maître Duval. « Tout est prêt. Le journaliste sera présent avec son équipe. J'ai également prévenu un huissier de justice qui se présentera à la fin de la diffusion pour constater les faits. La police financière a été alertée et attend notre signal. Agissez comme prévu. Courage. » Ce simple mot lui donna la force dont elle avait besoin. Elle se prépara méticuleusement. Elle ne voulait plus ressembler à une victime. Elle choisit une robe simple mais élégante, une robe que son père lui avait offerte pour son 20e anniversaire. Elle se coiffa, se maquilla légèrement. En se regardant dans le miroir, elle ne vit plus la jeune fille effrayée, mais une femme déterminée à se battre pour l'honneur de sa famille. Le plan était risqué, mais précis. Chloé se positionnerait dans un café en face de la pâtisserie, d'où elle aurait une vue directe sur l'écran et une connexion Wi-Fi stable pour lancer le programme. Amélie, quant à elle, entrerait au gala, non pas en cachette, mais par la grande porte. Maître Duval lui avait procuré une invitation au nom d'une cliente qui s'était désistée au dernier moment. Elle devait être à l'intérieur pour donner le signal à Chloé au moment parfait et pour assister, en personne, à la chute de ses ennemis. Avant de partir, elle appela l'hôpital. L'infirmière lui apprit que l'état de Léo était stable, mais que l'opération ne pouvait plus être repoussée. « Nous avons besoin de l'avance avant demain midi, Amélie, sinon… » La phrase resta en suspens, mais le message était clair. C'était ce soir ou jamais. Le soir venu, l'atmosphère devant la pâtisserie était électrique. Un tapis rouge avait été déroulé, des projecteurs balayaient le ciel. Les invités arrivaient, vêtus de leurs plus beaux atours, posant pour les photographes. Amélie arriva à pied, discrètement. Elle prit une profonde inspiration et tendit son invitation au garde de sécurité. L'homme vérifia son nom sur la liste et la laissa passer. À l'intérieur, le luxe était écœurant. Un orchestre jouait doucement, le champagne coulait à flots. Elle se fondit dans la foule, un verre d'eau à la main, le cœur battant à un rythme effréné. Elle repéra le journaliste et son caméraman, discrètement installés près de la scène. Elle croisa le regard de Maître Duval, qui lui fit un imperceptible signe de tête. Tout le monde était en position. Elle vit alors Brigitte, rayonnante, montée sur la petite estrade installée pour l'occasion. Elle portait un collier de diamants qui devait valoir plus que ce qu'Amélie gagnerait en 10 vies de travail. Elle prit le micro, un grand sourire affiché sur son visage. Derrière elle, l'écran géant diffusait en boucle le logo criard du palais de Brigitte. « Bonsoir à tous, et merci d'être venus si nombreux ce soir », commença-t-elle d'une voix mielleuse. « C'est un grand honneur pour nous, Philippe et moi, de continuer l'œuvre de mon cher frère, un homme bon mais un peu dépassé par le monde moderne. Nous sommes ici ce soir pour célébrer l'avenir, mais aussi pour donner.
donnée à ceux qui en ont besoin, en particulier les enfants malades. Amélie sentit la bile lui monter à la gorge. C'était le moment. Elle sortit son téléphone, ouvrit sa conversation avec Chloé et tapa un seul mot. Maintenant. Puis elle leva les yeux vers la scène, son visage impassible cachant le tumulte de ses émotions. Dans quelques secondes, le monde de Brigitte et Philippe allait s'écrouler en direct, devant des centaines de témoins et des milliers de spectateurs en ligne. Le spectacle allait enfin commencer. Au moment précis où Amélie envoya son message, le monde sembla retenir son souffle. Sur scène, Brigitte continuait son discours hypocrite, parlant de valeurs familiales et de l'héritage moral laissé par son frère. Derrière elle, le logo doré du palais de Brigitte clignota une dernière fois, puis l'écran devint noir. Un silence perplexe parcourut l'assemblée. Brigitte, décontenancée, se retourna et tapota le micro. « Un petit problème technique, semble-t-il », commença-t-elle avec un rire nerveux. Mais ce ne fut pas le logo qui réapparut. Ce fut une image glaciale, capturée par la caméra de surveillance de la pâtisserie. On y voyait Amélie, le visage baigné de larmes, et Brigitte, le visage déformé par la haine, lui criant dessus. La date et l'heure étaient incrustées en bas de l'écran. Un murmure stupéfait s'éleva de la foule, puis le son. La voix cruelle de Brigitte emplit la salle, amplifiée par les puissants haut-parleurs du gala. « Tu viens mendier. Écoute-moi bien, petite misérable. Tu n'auras pas un centime de moi, jamais. Sors d'ici avant que j'appelle la sécurité pour te faire jeter dehors comme la vermine que tu es. » Le choc fut total. Les invités se regardèrent, incrédules. Le journaliste, qui avait déjà commencé à filmer, zooma sur le visage de Brigitte sur scène. Son sourire s'était figé, ses yeux s'écarquillaient d'horreur. Elle comprenait. Elle comprenait que c'était un piège. « Éteignez ça. Éteignez ça immédiatement. » hurla-t-elle à l'équipe technique, mais personne ne bougeait. Le contrôle leur avait échappé. L'image changea. C'était maintenant une capture d'écran du téléphone de Brigitte, celle qu'Amélie avait filmée à travers la vitre du bureau. Le virement de 200 000 € depuis un compte offshore avec le libellé « Vente finale des parts ». La preuve de la trahison ultime. Les murmures se transformèrent en exclamations de stupeur. Les téléphones portables sortaient de toutes les poches, filmant la scène, la retransmettant en direct. Le hashtag « Gala de la honte » commença à apparaître sur les réseaux sociaux. Mais le pire était à venir. L'écran devint noir à nouveau, et une voix emplit le silence. Une voix faible, fatiguée, mais que tout le monde reconnut. C'était la voix de son père. L'enregistrement de la clé USB résonna dans la salle, pur et terrible. « Brigitte, non, tout doit revenir à ma fille. »« Amélie, c'est mon seul souhait. » Puis la réponse de Brigitte, sa voix mielleuse cachant à peine la menace. « Allons, mon frère, tu es fatigué. Signe ici. Pense à Léo. Ce serait dommage que son traitement s'arrête, n'est-ce pas? » C'était la fin. Le chantage, l'abus de faiblesse sur un homme mourant exposé à la face du monde. Un cri de dégoût s'éleva de la foule. Philippe, blanc comme un linge, tenta de s'éclipser, mais il fut bloqué par la masse des invités qui se tournaient maintenant vers la scène, comme un seul homme, leur visage un mélange de pitié et de fureur. Brigitte resta figée, pétrifiée, le micro glissant de ses doigts dans un bruit sourd. Son masque de philanthrope venait de voler en éclats, révélant le monstre qui se cachait derrière. C'est à ce moment qu'Amélie choisit de se montrer. Elle s'avança lentement depuis le fond de la salle, traversant la foule qui s'écarta sur son passage, comme la mer Rouge. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle n'était plus une ombre. Elle était la lumière de la vérité. Elle monta sur la petite estrade et se plaça à côté de sa tante, qui la regardait avec des yeux remplis de haine et de panique. Amélie prit l'autre micro. Sa voix était calme, mais elle portait dans toute la salle. « Mon père était un homme bon », commença-t-elle. « Il a consacré sa vie à cette pâtisserie, à ses clients, à sa famille. Il n'aurait jamais abandonné son petit-fils malade.
Il n'aurait jamais déshérité sa propre fille. Ce que vous venez d'entendre, c'est la vérité. Une vérité que ma tante, Brigitte Dubois, et son mari, Philippe, ont essayé d'enterrer sous des mensonges, la corruption et la cruauté. Elle se tourna vers Brigitte. « Tu pensais avoir gagné? Tu pensais m'avoir détruite? Mais tu as oublié une chose. L'amour d'un père est plus fort que la cupidité, et la vérité finit toujours par éclater. » Au même moment, les portes principales de la pâtisserie s'ouvrirent. Maître Duval entra, suivi de l'huissier de justice et de 2 officiers de la police financière en civil. Le flash des appareils photo crépita. Le journaliste et son caméraman étaient maintenant sur scène, filmant en gros plan la décomposition des visages de Brigitte et Philippe. « Brigitte et Philippe Dubois, » annonça l'un des officiers d'une voix forte, « vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude, d'abus de faiblesse, d'extorsion et de blanchiment d'argent. » Brigitte laissa échapper un cri strident, un son inhumain, avant de s'effondrer sur le sol en sanglotant. Philippe, lui, ne dit rien. Il tendit simplement ses poignets, le regard vide, sa défaite totale et absolue. Alors que les policiers leur passaient de les menottes sous les yeux de centaines de caméras, un son inattendu s'éleva de la foule. D'abord timide, puis de plus en plus fort. Des applaudissements. Les invités, les serveurs, l'équipe technique, tous applaudissaient. Ils n'applaudissaient pas la chute d'un couple de criminels. Ils applaudissaient le courage d'Amélie. Ils applaudissaient le triomphe de la justice. Amélie resta un instant sur scène, les larmes coulant enfin sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de victoire. Elle regarda la foule et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. La vérité avait enfin éclaté au grand jour et rien ne serait plus jamais comme avant. La justice était rendue, mais pour Brigitte et Philippe, ce n'était que le début de leur chute vertigineuse. L'arrestation de Brigitte et Philippe Dubois en direct lors de leur propre gala de charité fut un séisme médiatique. La vidéo du Gala de la honte, filmée par des dizaines d'invités et par l'équipe du journaliste, devint virale en quelques heures. Elle accumula des millions de vues à travers le monde, propageant l'histoire d'Amélie comme une traînée de poudre. Le scandale était si retentissant que même les chaînes de télévision internationales s'en emparèrent. Pour Brigitte et Philippe, la chute fut aussi brutale que leur ascension avait été rapide. Leur empire de mensonges s'effondra comme un château de cartes. Le procès fut rapide et très médiatisé. Les preuves accumulées par Amélie étaient accablantes. L'enregistrement de la voix de son père fut le coup de grâce, un moment d'une émotion insoutenable qui fit pleurer une partie du jury. Brigitte fut condamnée à 10 ans de prison ferme pour fraude, extorsion et abus de faiblesse. Philippe, pour sa complicité et le blanchiment d'argent, écopa de 7 ans. Leurs biens furent saisis pour rembourser les dettes et dédommager les victimes. La pâtisserie, ou ce qu'il en restait, fut immédiatement restituée à sa seule et unique héritière légitime, Amélie. Pour Amélie, la victoire avait un goût doux amer. La justice était rendue, mais rien ne pourrait lui rendre son père. Cependant, cette épreuve l'avait transformée. La jeune fille timide et effrayée avait laissé place à une femme forte et résiliente. La première chose qu'elle fit fut de payer l'opération de Léo. L'intervention fut un succès total. Quelques mois plus tard, le jeune garçon, entièrement guéri, courait à nouveau, son rire emplissant les couloirs de leur nouvelle vie. Avec les dédommagements et une partie de l'héritage retrouvé, Amélie ne se contenta pas de rouvrir la pâtisserie. Elle la fit renaître de ses cendres. Elle retira le nom criard du palais de Brigitte et remit fièrement l'enseigne d'origine. Pâtisserie Dubois. Elle réembaucha M. Robert et les anciens employés que sa tante avait licenciés. Elle ne chercha pas à moderniser à outrance, mais à retrouver l'âme du lieu, la chaleur et l'authenticité que son père y avait insufflées. Le succès fut immédiat et phénoménal. Des gens venaient de toute la France et même de l'étranger, non seulement pour goûter ces délicieux gâteaux, mais aussi pour rencontrer cette jeune femme devenue un symbole de courage et de persévérance. L'histoire d'Amélie inspira des milliers de personnes.
Elle fut invitée sur des plateaux de télévision, donna des conférences dans des universités sur l'éthique en affaires. Une maison d'édition lui proposa d'écrire un livre qui devint un best-seller. Netflix annonça même la production d'une mini-série inspirée de son combat. Mais Amélie resta humble, la tête sur les épaules. Elle créa la Fondation Léo Dubois, une association venant en aide aux familles d'enfants malades qui, comme elle, se battaient contre la maladie et les difficultés financières. Une partie des bénéfices de la pâtisserie et de ses droits d'auteur y était reversée. Elle avait transformé sa douleur en une force pour aider les autres. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, si vous passez par cette petite rue de Lyon, vous verrez une pâtisserie florissante, toujours pleine de monde. Vous y verrez un jeune homme souriant, Léo, qui aide sa sœur derrière le comptoir après les cours. Et vous y verrez Amélie, les mains dans la farine, un sourire sincère sur le visage, perpétuant l'héritage de son père. Elle a prouvé que la vraie richesse ne se mesure pas en euros ou en parts de marché, mais en intégrité, en amour et en justice. Son histoire est un rappel puissant que, même dans les moments les plus sombres, il ne faut jamais abandonner. La vérité finit toujours par triompher, même si elle prend du temps. Le courage et la persévérance sont les ingrédients secrets qui permettent de surmonter les plus grandes injustices. Cette histoire nous rappelle que la justice existe encore dans ce monde. Quelles leçons avez-vous tirées de ce récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos pensées et vos propres expériences. Et devinez quoi? Une autre histoire bouleversante arrive dans quelques jours, encore plus dramatique et inspirante que celle-ci. Alors, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être le premier à la découvrir dès sa mise en ligne. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide énormément à faire découvrir ces récits de justice à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Parfois, une seule histoire peut changer la perspective de quelqu'un sur la vie. Merci infiniment d'avoir suivi ce voyage émotionnel avec nous. À très bientôt pour une nouvelle